Bonsoir à tous et bienvenue à la clôture du Sommet des entrepreneurs. Ce soir, vous pouvez le voir, on est dans un lieu emblématique, on est dans un lieu incroyable, l'Opéra Royal de Wallonie. L'opéra, c'est quoi ? L'opéra, c'est un lieu où il y a des musiciens, où il y a des comédiens, qui mettent tout leur cœur à jouer leur partition, leur rôle pour créer une œuvre commune. L'opéra, c'est aussi un lieu où il y a des centaines d'inconnus, comme peut-être vous ce soir, qui vivent une émotion commune ensemble. L'opéra, c'est aussi un moment de pause. L'opéra, c'est un moment où on peut se reposer. Ce serait pas ça, justement, la recette pour façonner le monde de demain ? Créer une œuvre commune où il y aurait des rôles, des partitions, des moments de pause, des essais-erreurs et aussi des applaudissements. Et pour créer ce monde de demain, on a besoin d'entrepreneurs. Ces entrepreneurs, ils sont ici ce soir, et ils sont tout près de chez nous. C'est arrivé près de chez nous, tous audacieux pour demain. C'est justement le thème du Sommet des entrepreneurs. Et pour nous, c'était une évidence cette année, ce thème. Une évidence parce que pour la première fois, c'est arrivé près de chez nous. Que ce soit la guerre aux portes de l'Europe, que ce soit la crise sanitaire, ou que ce soit encore les inondations qui ont touché Liège l'été dernier, c'est arrivé près de chez nous. Pour la première fois, vous avez peut-être ressenti en juillet dernier directement les conséquences de la crise climatique. Face à toutes ces choses un peu négatives, il y a quand même des choses positives, je vous promets. Ce soir, on va avoir que du positif. Face à ces choses et ces changements négatifs, il y a des élans de positivité, il y a des élans de solidarité et il y a des gens, des entrepreneurs qui s'attaquent à des choses et des défis plus grands qu'eux. Ce soir, on va en inviter 7 que vous allez rencontrer, que vous allez découvrir. Ensuite, après ces rencontres, on va faire la remise de prix du Road to Business, un élément phare du Sommet des entrepreneurs. À côté de tous ces entrepreneurs, il y a des organisations qui croient en eux, comme le Venture Lab. Au Venture Lab, il y a Bernard Surlemont, qui est le président, et puis ensuite, il y a Aude Bonvissouto, qui est la directrice et que je vais inviter à mes côtés. Bernard, bonjour. Bonjour Marie. Tu es donc le président, tu as l'initiative du Venture Lab. Toute ta vie, tu as été baigné dans l'entrepreneuriat, tu es professeur d'entrepreneuriat à l'université. Tu as aussi créé plusieurs organisations toujours liées à l'entrepreneuriat. Et tu crois en ces jeunes qui veulent créer le monde de demain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est le thème récurrent de ta vie ? Alors, quand on a créé le Venture Lab, c'était 2014, donc il y a déjà 7 ans. Je me souviens avoir fait une conférence sur les crises climatiques, les crises sanitaires, les crises écologiques, dans l'idée de dire, ben voilà, le monde change, on a besoin d'entrepreneurs pour apporter le changement et apporter de nouvelles idées. Et l'idée à l'époque, c'est que c'était un peu conceptuel, ces crises. Okay ? Alors si on regarde, tu l'as bien dit Aurélie, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, janvier 2020, le Brexit, mars 2020, la pandémie. Janvier 2021, certains se souviennent de quelques images d'un fou furieux avec un casque de bison sur le bureau de Nancy Pelosi. Je pense qu'on s'est dit là, il y a quelque chose d'un peu particulier qui se passe dans notre monde. Ensuite, il y a eu juillet. Tout le monde s'en souvient ici à Liège. Et puis février, la crise ukrainienne et puis la crise énergétique. Et puis là, on vient de nous annoncer que nous allons connaître le taux d'inflation autour des années 80. Donc en fait, le changement, il est près de chez nous. Il n'est plus du tout conceptuel, il est là. Et ce qui est frappant quand on regarde tous ces éléments, c'est que ce n'est pas plusieurs changements qui se mettent les uns à côté des autres, ce sont des changements qui se renforcent les uns les autres. J'étais frappé d'entendre, par exemple, que l'Ukraine, le fait qu'on veut se rendre indépendant de leurs fournitures, fait que toute une série de pays remettent en service des centrales à charbon. Donc tout ça est lié, tous ces éléments liés. Donc on n'est pas face à une crise qui nécessite des petites variables d'ajustement. On est dans une crise de système. Et les crises de système, on est très mal équipé pour pouvoir savoir où on va. Et quand on ne sait pas où on va, il faut juste faire confiance à ceux qui veulent construire demain.
Et ceux qui construisent demain, ce sont les entrepreneurs. Et les entrepreneurs de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Et ces jeunes, moi j'ai été stupéfait depuis qu'on a créé le Venture Lab de voir à quel point ils sont engagés dans cette envie de vouloir changer le monde. Ce ne sont plus les jeunes de ma génération. Ils sont le sens, de l'importance pour eux. Je vais encore récemment une étude dans Le Monde qui disait qu'aujourd'hui, 65% des jeunes préféreront un job moins payé par rapport à un job qui l'est plus si a du sens. 40% des jeunes sont disposés à quitter leur entreprise si l'entreprise dans laquelle ils travaillent n'a pas de sens. Et la plupart d'entre eux, 2/3, considèrent que les startups sont des environnements dans lesquels ils peuvent donner du sens. Donc je pense que là, on peut comprendre pourquoi cet engagement est tellement important, et le Venture Lab, depuis son existence, a pu apporter son appui à toute cette énergie des jeunes, puisque en, je pense, 7 ans, je le disais, donc c'est 1000 jeunes accompagnés, c'est 130 entreprises créées, et nos estimations, c'est plus ou moins 600 emplois, donc ça commence à compter, quoi. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Merci. Aude, cette année, on en a parlé, c'est arrivé près de chez nous. Je pense que Bernard l'a vraiment bien expliqué. Le deuxième thème de ce sommet, c'est l'audace. Pourquoi l'audace cette année ? En fait, c'est pas que cette année l'audace. L'audace, finalement, ça nous semble être la compétence la plus nécessaire face à tout cet inconnu, tous ces changements, face à l'incapacité, finalement, à prévoir l'avenir. Et cette audace, on la voit chez ces jeunes qu'on accompagne depuis 2014, qui sont capables de dire « Personne ne sait où on va. Moi, je sais où je ne veux pas aller. Et je sais que j'aimerais que le monde vers lequel on va ressemble un peu plus à ceci ou un peu plus à cela. J'y arriverai pas tout seul. C'est plus grand que moi. Ce bigger than us qui nous avait tant marqué quand on a découvert le film de Flore et qui montre à quel point, si on y croit vraiment, si on se dit qu'on peut changer les choses, alors on est capable d'être à l'initiative d'un mouvement qui va rassembler et autour duquel il va y avoir une énergie suffisante, on y croit, pour relever tous ces défis que vous avez abordés tous les deux. Et donc, cette année, plus que jamais, on avait envie de dire que l'audace, bah oui, elle est chez ces jeunes, elle est chez tous, à différentes échelles, elle s'exprime de différentes manières, parfois par l'entrepreneuriat, parfois par l'art, parfois par le militantisme, parfois par les blagues aussi. Et finalement, exprimons-la. Et c'est ce qu'on avait envie de valoriser ici cette année. Merci à vous deux. Aude vient de nous le dire, l'audace, elle est depuis toujours au Venture Lab, mais en fait, elle vibre particulièrement depuis lundi, parce que le sommet des entrepreneurs, ce n'est pas juste cette soirée, le sommet des entrepreneurs, ça dure depuis presque une semaine, et je vais vous inviter à le découvrir en images.
Je découvre en même temps le film et donc je suis très contente de voir ce film, cette rétrospective. Vous venez de voir des images hyper positives en fait, ici. Mais comme on le disait, comme le disait Bernard, depuis 2 ans, il y a quand même eu des choses moins joyeuses qui sont arrivées chez nous. Alors 2 solutions s'offrent à nous. Soit on arrête tout, on attend, et puis on se dit peut-être que demain, ça redeviendra comme avant. Soit on passe à l'action. Et c'est justement le choix qu'ont fait nos 7 invités ce soir. Et avant de les découvrir, je vous propose de prendre 3 minutes pour respirer, de prendre 3 minutes pour prendre le temps, de prendre 3 minutes pour vous laisser emmener. Derrière ces 2 violoncelles, il y avait Johanna Olé et Domenico Ermirio qui sont 2 musiciens de l'opéra. Est-ce que... Cette musique, vous l'avez peut-être reconnue? Oui? Non? C'était la musique du film Bigger Than Us, c'est la musique dans la bande originale de ce film.
Et ce soir, j'imagine que vous le savez, on a décidé d'inviter la réalisatrice de ce film. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Flore Vasseur. Flore, je ne te dis pas bonjour parce qu'on a passé l'après-midi ensemble. Tu sais, on a décidé de t'inviter ce soir parce qu'on a d'abord été très touchés par ton film et puis on avait envie d'avoir ton regard sur les jeunes. Tu as parcouru le monde avec 7 jeunes activistes. Aujourd'hui, on avait envie que tu nous partages ton regard sur ceux qui existent ici. On était aussi touchés par ton parcours. Quand tu avais 25 ans, tu pars à Manhattan, tu lances ta start-up, tu es dans le marketing, tu es suivi par des investisseurs. A priori, tu coches toutes les cases pour bien réussir, comme on dit. Et puis, il y a un déclic. Du coup, chef d'entreprise, tu deviens journaliste, tu deviens écrivaine. Aujourd'hui, tu es réalisatrice. Chaque fois dans tes œuvres, tu as une cause que tu portes derrière. Est-ce que tu peux nous parler de ce déclic ? Oh, wow. Écoutez, merci beaucoup. Je suis extrêmement émue parce que, vous le sentez à ma voix, c'est ce que vous venez de m'offrir. Avec 2 personnes qui reprennent la musique du film, c'est vraiment très, très émouvant. Ça va être difficile d'enchaîner, mais ça va aller. C'était quoi ta question ? Pardon. Ah oui, New York. Et puis de toute manière, on est dans notre salon, on discute là. Voilà, on va passer sur un moment Quel simple. a été ton déclic ? Oui, moi j'ai eu l'énorme chance finalement d'assister à un événement planétaire qui marquait probablement une sorte de début de la fin et de la voir assez vite en fait. Donc je pense qu'on va parler de ça que de ça aujourd'hui, mais non du 11 septembre, mais en tout cas de moi, ma réalisation, et je pense qu'on est nombreux dans la salle, si vous êtes aussi nombreux à venir aujourd'hui, c'est que vous vous posez des questions aussi. Et effectivement, j'étais entrepreneur à l'époque et j'avais une entreprise, des investisseurs, des clients. Je racontais aux entrepreneurs qui sont là combien c'était une époque facile. Et j'ai assisté au 11 septembre, j'étais assez proche. Et avec mon équipe, j'étais hyper jeune et en position de gérer les autres en plus, sans famille, enfin bref. Et en fait, bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu assez peur. Qui je serais pour dire que je n'ai pas eu peur ? Mais le sentiment qui a vraiment dominé pour moi, c'était un sentiment de honte. Et en fait, je crois que, tu l'as dit, j'ai écrit des livres, etc., des films. Bon, je crois que depuis, je ne fais que m'interroger sur ce sentiment de honte et derrière ce qui cache, qui était d'où venaient les bombes et si c'était nous, la bombe. Et en fait, j'ai complètement arrêté de faire ce que je faisais, et heureusement, parce que je pense qu'en plus, ça ne me rendait pas très heureuse. Donc j'ai pu m'en rendre compte et j'ai pu m'auto-éjecter de cette trajectoire, en fait. Et depuis, ça va beaucoup mieux d'ailleurs. Mais en fait, depuis, je cherche à comprendre. Et donc voilà, les livres, tout ce que je travaille, c'est juste une espèce de quête et un fil que je tire. Donc effectivement, j'ai commencé par démolir ce que je connaissais un petit peu, donc le système capitaliste. Et puis après, je me suis interrogée sur pourquoi on était tellement plantés, donc le pouvoir de la finance. Et puis après, pourquoi la finance avait pris tout ce pouvoir ? Probablement parce qu'on lui avait donné, donc la collusion médias, politique, finance. Et puis à qui ça servait ? Donc le pouvoir de la technologie. Enfin ça fait 4 livres. Et puis, en fait, c'est une matière... Enfin, ça fait aussi 15 ans de travail. Hein. Et c'est une matière quand même assez noire. Hein. Et j'ai découvert quelque chose, c'est que quand tu travailles une matière noire, tu le deviens. Voilà, cette corruption, ces compromissions, ces renoncements, ils vous contaminent en fait. Et donc pour m'équilibrer, pour garder une forme de santé mentale, si c'était possible, j'ai eu besoin d'aller rencontrer au début des artistes, des entrepreneurs, des activistes, des lanceurs d'alerte, pour comprendre comment et pourquoi, comme moi, ils doutaient et ce qu'ils essayaient de faire. Donc j'ai écrit pas mal de portraits, et puis voilà, c'est un chemin, et c'est vrai que j'ai fini par avoir la chance de travailler avec Edward Snowden, de réaliser un documentaire avec lui à Moscou. Et là, j'étais sûre, en fait, que j'allais convaincre tout le monde, que j'allais vous convaincre,
de le soutenir, premièrement, ce qui n'est pas exactement le cas, et deuxièmement, d'essayer de l'imiter, de faire comme lui, mettre nos corps, votre corps, sur la route, au nom de quelque chose de plus grand que vous. Et puis en fait, je me suis complètement plantée, c'est-à-dire que les gens qui ont vu le film m'ont dit « Ah oui, tu as raison, il est magnifique, il est stellaire, il est tout ce que tu veux, mais moi, je ne vais pas changer parce que précisément, je ne suis pas comme lui. Je n'ai pas toutes ces qualités-là. » Donc j'ai joué à contre, en fait, et j'étais assez démoralisée. Et à l'époque, mon fils de 7 ans m'a posé la question que tous les parents redoutent, qui est « Maman, ça veut dire quoi? La planète va mourir ?» Et je me suis rendu compte que malgré tout ce que je vous ai raconté sur l'intelligence de mes questions, etc., qui ne sont d'ailleurs pas très intelligentes, mais voilà, j'étais incapable de répondre à mon fils avec des mots à lui, des concepts que lui pouvait comprendre, des rôles modèles que qu'il pouvait suivre lui, parce que Snowden, ça ne vous parle pas, mais alors un enfant, c'est encore pire, quoi. Donc, et je me suis dit, en fait, de ces doubles impuissances professionnelles et maternelles, je vais faire quelque chose. Et c'est arrivé en 2016, que je m'intéresse profondément à effectivement cette génération qui arrive et qui arrive avec ce qu'on n'avait pas nous, c'est-à-dire ils ont vécu avec le changement climatique, les génocides, les injustices, la pauvreté, la précarité, la dégringolade des parents. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles ils arrivent qui font qu'ils ne sont pas programmés comme nous. Et donc il y avait cette intuition qu'ils avaient quelque chose à nous dire, et effectivement je me suis lancée dans cette aventure magnifique, merci de dire qu'elle est importante. Et en fait le film est sorti en septembre après avoir été à Cannes, et voilà. Mais en fait tous les jours, je suis invitée par des professeurs, des proviseurs, des entreprises, des associations, des collectifs, parfois des élus, pour projeter le film auprès de leur communauté. Et il se passe quelque chose de très souterrain que personne ne voit, mais qui fait que je suis au contact de vos enfants, enfin je les vois, quoi. Et ce qu'il y a dans le film est aussi chez eux. Donc ça, c'est l'énorme bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que on ne le sait pas. Et que entre la plupart, en tout cas, il y a un silence intergénérationnel qui est extrêmement triste. Donc voilà, c'est mon premier call to action, pardon pour ce mot. Mais voilà, écoutez vos enfants, parlez-leur, ils ont des choses incroyables à vous dire sur eux. Et vous allez beaucoup bouger à les entendre. Merci. Dans ton film, on a beaucoup voyagé. On a été en Grèce, en Indonésie, aux États-Unis, au Liban, au Malawi, en Ouganda. Et en fait, ce soir, on avait envie de poursuivre le voyage dans un endroit un petit peu moins exotique, Liège. Et on a trouvé 7 personnes qui ne sont pas des activistes, mais c'est 7 jeunes entrepreneurs qui défendent quand même une cause, qui se battent contre quelque chose de plus grand qu'eux aussi. Notre première invitée, elle s'appelle Marlene, et c'est la fondatrice de My Eco Design. Je vous propose de d'abord la découvrir en vidéo. Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Marlene, j'ai 26 ans et je suis la fondatrice de My Eco Design. My Eco Design, en fait, c'est un projet en décoration intérieure qui propose plusieurs services, dont notamment une gamme de produits en plastique thermodurcissable recyclé. Le déclic, il est vraiment apparu avec le Covid, avec cette idée qu'on avait besoin de se sentir bien chez soi, et j'avais envie en fait de contribuer au bien-être des gens de leur intérieur, d'où ce projet en décoration intérieure. Puis alors, je me suis aussi posé cette question de se dire comment être aujourd'hui un entrepreneur, non pas d'aujourd'hui, mais de demain, et je trouvais que la dimension durable et éco-responsable était super importante, l'idée aussi de pouvoir consommer mieux. Donc c'est un peu cette fusion entre ces deux valeurs-là qui a donné naissance au projet. C'est en rencontrant Charles Goebbels, le fondateur de Reprocover, où on a vraiment allié un petit peu nos envies et nos compétences à tous les deux pour se dire tiens, on va créer ensemble un produit parce que lui, là en fait, il recycle donc le plastique thermodur, il utilise les granules, mais il avait une poussière qui était existante, qui restait, on ne savait pas quoi faire, et donc finalement en fait c'est cette poussière que moi je réinjecte dans des produits décoratifs.
Marline, Flore, vous vous êtes rencontrées, mais assez brièvement. Vous avez un petit peu discuté de choses et autres. Flore, elle a dans son bagage donc, toute cette expérience, ce qu'elle a vu dans le monde entier. Quelle est la première question que tu as envie de lui poser ? Pour moi, c'est assez évident parce qu'effectivement, tu es dans cette génération que je essaye de saisir, de révéler. Et donc, tu as 26 ans et tu te lances avec ce projet. Après, pourquoi tu fais ça, en fait ? Tout simplement, la réponse, elle sera très brève parce que j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens. Je crois qu'on a parlé de sens tout à l'heure et c'est vraiment ce qui m'a animée finalement. C'est de se dire aujourd'hui, on a besoin, en fait, le changement, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est nous. Et j'avais vraiment envie de contribuer à ce changement, à ma petite échelle, à moi. Et alors, justement, la décoration intérieure, on va se dire, tiens, c'est pas le domaine dans lequel on aurait envie d'agir parce que c'est un domaine qui peut paraître pour certains d'entre vous assez futile, assez secondaire. Et pourtant, moi je trouve que la décoration intérieure, le fait de se sentir bien dans un espace, que ce soit un espace de travail ou un espace où on est chez soi, ça permet de se sentir bien dans ses baskets. Et pour aller plus loin encore, si on se sent bien avec soi-même, si on est en phase avec soi-même, ça veut dire qu'avec l'extérieur, quand on interagit avec le monde, on se sent bien aussi. On est alors là plus tolérant, on est plus humaniste, on est plus à l'écoute de l'autre aussi. Et c'était ça qui m'animait. Et puis avec justement cette notion environnementale, j'avais vraiment envie d'allier les deux, à la fois ce bien-être, se sentir tous bien, se sentir bien soi-même, avec l'autre, et puis avec notre environnement surtout. Et alors tu parles de consommer mieux. On pourrait dire moins consommer, mais toi tu dis consommer mieux, ça veut dire quoi ? Consommer mieux, pour moi, c'est prendre conscience justement de sa consommation et c'est justement se dire, tiens, il y a aussi des partenaires qui sont locaux, il y a des fournisseurs qui sont locaux, il y a des matières qui sont plus nobles qu'on peut utiliser. Et c'est vraiment cette idée de se dire, tiens, de réfléchir plus en fait à sa consommation. Donc, c'est une nuance entre le consommer mieux et le consommer moins, parce qu'en effet, consommer mieux, c'est toujours consommer, on se l'accorde, mais c'est un consommer qui est plus conscient à la fois de sa planète et à la fois des gens qui y travaillent finalement. Et c'est là où je suis un petit peu dans justement cette démarche de consommer mieux. Et tu te heurtes à quoi ? C'est ça en fait, ma plus grande difficulté, je crois, c'est aujourd'hui d'être un entrepreneur de la transition. Je crois que c'est ça qui est très très difficile aujourd'hui. Toi-même en transition. C'est ça. Parce que finalement, je pense qu'on a besoin en fait aujourd'hui de cette transition, parce qu'on est dans une société de surconsommation, on veut aller vers en consommer moins, mais entre les deux, pour moi, on ne va pas y arriver comme ça, là maintenant, tout de suite, en un éclair. Donc pour moi, il y a besoin en fait de cette transition, de se consommer mieux, et c'est aujourd'hui mon obstacle le plus grand, parce que quand on est un entrepreneur de la transition et qu'on essaye de s'assumer en tant que tel, c'est très difficile pour nous-mêmes de ne pas culpabiliser, de ne pas en faire assez. Ça, c'est quelque chose parce que les gens qui ne sont pas conscients, qui n'ont pas de conscience de l'environnement et de la société ne vont pas comprendre notre démarche parce qu'on va en faire trop pour eux. Par contre, les gens qui sont activistes, les gens que tu as suivis, les gens que tu as vus qui, eux, se battent et qui nous donnent envie de se battre autant qu'eux, on n'en fait pas assez par rapport à eux. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de s'assumer comme cet entrepreneur qui va vraiment accompagner cette transition pour aller vers vraiment cet activisme-là. Et voilà, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'être comme ça, mais c'est vrai que même soi-même, c'est difficile aussi de se dire j'en fais pas assez, etc. Et en allant toujours vers mieux, mais voilà, c'est ça la plus grande difficulté, je pense. Et à ton avis, pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi ? Parce que finalement, si tout le monde fait comme toi, le mieux va devenir le moins assez vite, en fait. Alors ça, c'est une bonne question. Moi, j'aurais envie de dire à tout le monde, faites comme moi. Ça, c'est la première chose. Mais c'est difficile aussi d'avoir cette conscience-là. Et puis, on est quand même dans une société qui est une société de surconsommation aujourd'hui et qui nous impose certains schémas, que ça soit des modes de vie, que ça soit des modes de travail. Et donc, c'est aussi très difficile de sortir de ces schémas-là. Et je pense qu'on est là en tant qu'entrepreneurs, en tant que jeunes entrepreneurs. Vous qui nous écoutez ce soir, je crois qu'on est tous là pour justement aller vers une mentalité, un changement en fait de cette mentalité, mais c'est difficile d'en sortir et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'en sentent pas spécialement capables ou n'en ont pas l'envie, ça c'est aussi un choix. Mais je pense aussi que justement se dire si j'en suis capable et puis à ma petite échelle je peux agir et puis en fait vous allez voir, on est là aujourd'hui ce soir, je pense vous allez voir, on n'est pas tout seul en fait. Et je pense que moi, ma grande force et ma grande fierté, ça a été la rencontre que j'ai faite avec Charles Goebbels, le fondateur de Reprocover. Moi, je suis arrivée chez lui, je lui ai dit,
Je fais du produit décoratif 100% neuf et j'aimerais bien que tu recycles mes déchets de production parce que j'avais envie de penser le schéma de mon produit de A à Z. Et lui, il m'a dit, mais en fait, moi, je fais du recyclage, je fais des nouveaux produits avec des granules, mais la poussière que j'ai de ce recyclage, je ne peux pas l'utiliser parce que moi, mon produit, il a des caractéristiques et donc je peux utiliser que le granule. Est-ce que toi, tu ne veux pas essayer de faire quelque chose avec ça? Et c'est là où c'est beau et c'est là où, en fait, tu te dis, ta petite idée, toi, dans ton coin, elle devient vachement plus forte et elle a un impact qui est vachement plus fort que ce que tu pensais au début. Tu as vu le film, toi aussi. Alors c'est bien, les questions dans un sens, c'est souvent comme ça. Mais par contre, toi aussi, tu as peut-être des questions à poser à Flore. Oui, moi la première question, donc Mélati, tu la suis, donc elle est activiste pour le plastique, donc c'est forcément aussi une thématique qui m'inspire un petit peu plus. Et en fait, elle est beaucoup aussi active dans les écoles pour changer la mentalité des enfants, pour mieux les éduquer. Et justement, se tourner vers les enfants, est-ce que ça veut dire qu'elle a perdu un petit peu cette foi à nous éduquer, nous, en fait, adultes, entrepreneurs, acteurs politiques, qui prenons les décisions aujourd'hui et maintenant? C'est difficile de répondre à sa place. Je ne dirais pas c'est l'un ou l'autre, mais c'est honnêtement tellement plus facile et gratifiant pour le vivre tous les jours. Et puis je vais être assez cruelle, mais c'est mécanique. Plus on est vieux, plus on va disparaître vite. Donc autant, quitte à faire ce chant d'effort, pardon. Non mais voilà, il faut toujours avoir la conscience de la fin pour voilà. Mais je me mets dedans. Mais disons que si on est dans une démarche d'avenir, on se dit un, c'est plus facile. Deux, c'est probablement plus long terme. Pardon. Trois, je serais pas loin de penser que c'est plus agréable, mais je rêverais qu'on me prouve le contraire. En tout cas, Mélati a aussi tu as vu une action éminemment politique, mais parce qu'en fait, elle a réussi à convaincre plein de jeunes de la suivre. Et j'ai l'impression qu'en fait, le changement, il vient un peu comme ça. Si tu veux avoir un impact politique, au niveau politique, aujourd'hui, il faut avoir... Enfin, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est Gramsci qui dit ça. Il faut avoir une base, en fait, de la population qui comprend ton idée et qui la cautionne, enfin, qui l'incarne. Alors seulement, l'action politique se dit « Ah bah oui, j'ai un intérêt politique à le faire ». Donc je crois que derrière les bonnes intentions, il y a un calcul en fait assez juste. Merci Marline. Merci. Les deux prochains sont deux frères. Il s'agit de Lucas et d'Adrien. Ce sont les fondateurs de la Fermette Godelaine. Peut-être que quelqu'un dans la salle les connaît. Je vous invite à nouveau à les découvrir d'abord en images. Bonjour, bienvenue chez nous à la Fermette Godelaine. C'est bon, ça on est bien mis? Je sais pas s'il ne faut pas le clap pour... Je suis Lucas Godelaine, j'ai 28 ans. Je suis Adrien Godelaine, j'ai 30 ans. La Fermette Godelaine, c'est d'abord un projet de maraîchage et un projet viticole où nous produisons donc nos propres produits et depuis à peu près 1 an et demi maintenant, nous avons ouvert un point de vente où on propose ces produits et qui viennent évidemment être complétés par différents produits bio, en vrac et locaux qui sont à la fois respectueux de la société et évidemment de l'environnement. Depuis de nombreuses années, on est intéressé par le petit élevage, on aide nos parents à cultiver le potager familial et on a toujours eu l'envie de développer une activité économique durable sur notre lieu de vie, dans notre village natal. Aujourd'hui, on vise à humaniser davantage l'alimentation et également la rendre plus durable au niveau des différents partenaires avec qui on fonctionne, tout en essayant de mettre en place un cadre qui est davantage convivial, convivialité qu'on a malheureusement perdu ces dernières décennies au niveau de l'alimentation. Vous avez un fan club là, non? Quel plaisir. Bienvenue Lucas, bienvenue Adrien.
Pareil, on a été boire un verre cet après-midi avec Flore parce qu'on n'avait pas envie que la rencontre soit si brute. Vous vous attaquez aussi à quelque chose de vachement grand. Vous attaquez à une alimentation plus durable. Flore, qu'est-ce que tu as envie de leur poser comme question pour commencer? Deux frères qui font tout ça ensemble, voilà, qui essayent de proposer une espèce de chaîne, en fait. Moi, je voudrais comprendre d'où ça vient, cette idée, cette aventure. On vous l'a transmis C'est une histoire de famille, évidemment, de fratrie au départ. On a toujours été dans une envie de s'engager clairement là où on vit. Et alors, je pense, Marlene en a parlé plusieurs fois aussi, d'essayer de changer un peu les choses à son échelle, dans le lieu où on en est, et pas finalement de manière révolutionnaire. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a toujours porté. Et depuis tout petit, on est sensibilisé à la nature via nos parents, nos grands-parents, au niveau des potagers, des choses comme ça. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas comme elles devraient, notamment au niveau de l'alimentation, au niveau de la manière de vendre, au niveau de l'agriculture. Et on a voulu très vite faire quelque chose à ce niveau-là. Voilà, je rejoins tout à fait Lucas. Donc, des sensibilités, des intérêts communs, et parfois une colère ou une révolte commune, notamment vis-à-vis de la manière dont on traite la nature, la planète d'une manière générale, aussi la détresse du monde paysan, même autour de chez nous, quoi. Voilà, ça nous a mobilisés. Et vos parents étaient eux-mêmes agriculteurs ou dans cette veine-là? Non, pas du tout. Pas visiblement pas, d'accord. Bonjour les parents. Oui, ils sont là, on les salue. Non, il faut remonter un peu plus loin, mais comme beaucoup de monde, si on remonte les générations, on trouve des paysans dans nos ancêtres. Nous, on a une grand-mère qui était née dans une ferme et qui elle-même n'a pas repris du tout la ferme, qui nous a un peu sensibilisés à ce monde qu'elle n'aimait pas du tout. Mais cette ambiance un peu de vie à la ferme, de campagne, nous, ça nous a toujours plu. Et c'est vrai que parfois, prendre conscience de la détresse dans laquelle les paysans aujourd'hui se trouvaient, c'est un des métiers où il y a d'énormes taux de suicide, notamment en France et en Belgique, je pense aussi. Enfin, je ne suis pas au courant des chiffres, mais ça nous a toujours interpellés. On a vu ce qu'il y avait moyen de faire à notre humble niveau, mais qu'il y avait moyen de faire des petites choses et on voulait essayer de mettre notre petite pierre à cet édifice. Mais vous n'avez pas particulièrement l'air suicidaire. Donc est-ce que c'est parce que... ça dépend des jours. Voilà. On a bu un peu de champagne avant, mais... Non, du tout, mais c'est vrai qu'il y a des défis auxquels on fait face, et puis après, c'est aussi des déclics. Adrien, lui, a travaillé en parc et jardin tout un moment, et c'est ça aussi, à côté à la nature et comprendre certaines choses. Moi, de mon côté, j'ai travaillé aussi un moment en grande distribution, où il y a des choses qui plaisent, c'est formateur, et puis il y a des choses qui plaisent beaucoup moins, où on se pose des questions sur le sens de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et quand on compte finalement les 50 heures qu'on passe de sa semaine à travailler, qui est le temps principal finalement qu'on consacre à quelque chose, on se dit autant essayer de vendre des pommes et des poires dans lesquelles on croit plutôt que des autres. Donc voilà un peu l'idée. Super. Une. Ok. Ou deux. Qu'est-ce que ça fait 1 an et demi, je crois. Donc, ouais. Vous avez l'air vraiment bien aligné et heureux de faire ça. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre en 1 an et demi? On ne s'est pas concerté avant, donc je vais commencer, mais Lucas. Moi, je dirais que ce que j'ai appris, c'est que chaque jour est un nouveau défi. Alors, il y a une certaine routine parfois qui s'installe, mais pas tant que ça, en fait. Donc, oui, chaque jour, il y a des défis à relever. Alors, c'est pas toujours évident, mais on sait pourquoi on se bat. Et au final, relever ces défis et avancer, ça donne du sens. On revient à la notion du sens. Et nous, c'est vrai que ça nous rend heureux, quoi. Malgré la difficulté quotidienne, ça apporte beaucoup de satisfaction et au final, de la joie aussi. Moi, je dirais aussi un élément, c'est de se rappeler que tout le monde n'est pas encore convaincu, que ce soit des problèmes environnementaux, que ce soit des problèmes liés du coup ici au secteur de l'alimentation, de l'agriculture, et qu'il est toujours important pour nous de sensibiliser, d'y revenir, de revenir aux fondamentaux et d'expliquer aux gens
la démarche, finalement, les producteurs qui sont derrière les produits, la manière dont ils sont fabriqués, les cultures, etc., les pratiques culturelles, les produits utilisés. Et c'est finalement ces victoires-là de personnes qui sont convaincues de manière à peu près complète qui, donne de la force et donne de l'envie de continuer. Mais on ne pensait pas parfois qu'il fallait encore autant travailler à convaincre à ce niveau-là, alors que pour nous, ça paraissait clair que les défis étaient énormes et les problèmes rapides et arrivent aujourd'hui déjà. Je dirais juste en 2 mots, notre mission, on va essayer de réhumaniser l'alimentation, quoi. Que ce soit du côté consommateur et producteur, où parfois le lien est complètement perdu. Or, on se rend compte qu'il a beaucoup de sens, quoi, dans notre activité. Adrien, Lucas, vous aussi, vous avez vu ce film. Est-ce que vous avez une question à poser à Flore ? Moi, je vais commencer. La première chose, moi, qui m'a vraiment étonné, après, c'est un peu lié aussi avec le Venture Lab au niveau de l'âge, c'est l'âge des activistes que tu es allé rencontrer, très jeunes, très engagés déjà. Et finalement, est-ce qu'il y a un élément commun entre eux, un trait commun, une volonté, un caractère, quelque chose que tu as pu cerner et que tu retrouvais chez chacun d'entre eux ? C'est une bonne question. Il y en a plusieurs. Alors, des traits communs. Pour 5 personnages protagonistes sur 7, il y en a au moins 5 donc, qui ont agi parce qu'ils devaient survivre. Ils étaient entre la vie et la mort. Enfin, il n'y avait pas à se poser 50 questions. Et donc, ils me parlent tous de cette... Enfin, très majoritairement, de leur activisme comme étant apparu comme un geste de survie. Et puis parce qu'ils ont survécu, ils se sont mis debout et puis ils ont embarqué les autres autour d'eux et puis des années plus tard, ils ont eu un effet systémique. Mais la première chose, c'est cette profonde envie de vivre. Alors, de survivre pour 5 sur 7, et les 2 autres, c'est vivre. C'est-à-dire vivre décemment, dignement, enfin ce que vous faites en fait. En se disant, non, c'est pas possible, donc moi, chez moi, c'est tes mots, autour, je vais pas faire quelque chose qui va être à l'autre bout du monde, c'est tout de suite, ici, maintenant. Et ça aussi, c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est qu'ils ont probablement eu des parents qui, au minimum, ont laissé faire. Et pour certains d'entre eux, leur ont vraiment transmis, en fait, ce rapport à la vie qu'est l'activisme. Je pense à la maman de Mohamed, qui donc cet enfant, syrien, qui est donc venu au Liban, enfin qui est venu, en vacances quoi, enfin qui est venu, qui a été déplacé au Liban et qui a créé des écoles pour les enfants syriens parce qu'il n'y en avait pas et que arrêter l'école quand vous êtes déplacé, c'est vous condamner. On parle de génération perdue. Et puis c'est massif. Je rappelle que 53% des migrants sont des enfants. Et donc c'est sa maman qui en fait était professeure en Syrie, qui était activiste et qui a été enfermée plusieurs fois, emprisonnée, et qu'on a menacé de mort et qui a fait qu'ils ont dû partir. Mais c'est sa maman qui lui a donné ce rapport à la justice, à la dignité, à cette chose, à ce rapport à quelque chose de plus grand que soi. Et puis ce qu'ils ont tous, c'est qu'ils sont tous très beaux. Voilà. Donc l'activisme rend beau. Comme vous, hein. Vous aussi, vous êtes beau. Je vois qu'il rougit ici. Oui. Adrien, toi aussi, tu avais une question à poser à Flore. Oui, Flore, j'avais aussi une question. On évoquait tout à l'heure tous les événements auxquels on est confronté, que ce soit la pandémie, les guerres, aussi les bouleversements climatiques, parfois l'inaction face à tous ces bouleversements. Une question, c'était: restes-tu néanmoins positive au jour le jour? Et si oui,
Comment fais-tu? Alors, tu as parlé du fait de, un peu tantôt, donner peut-être des éléments de réponse, de côtoyer des activistes, que ça t'aidait. Mais comment fais-tu au jour le jour pour parfois, face à l'actualité qui est désolante, rester positive, quoi? Ça m'arrive vraiment très souvent de m'effondrer. Hein. Je ne suis pas immune à la détresse, à l'angoisse, à l'anxiété, etc. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours quelque chose qui me relance. Et j'avoue que j'ai une grande chance, c'est d'avoir fabriqué, rêvé, écrit ce film. Donc je suis malheureuse, honnêtement, je le mets et direct ça va bien. Et comme j'ai beaucoup de chance parce que j'ai l'occasion de... mon quotidien, c'est de l'accompagner partout, y compris aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Je me connecte à leur joie à eux, à leur énergie à eux. Et surtout, je vois ce que ça produit, en fait. Et ce que ça produit, au minimum, c'est une conversation. Et c'est une conversation qu'on a très rarement, parce que finalement, c'est difficile de parler de ce qui nous arrive tellement c'est grand, tellement c'est gros, tellement il n'y a apparemment pas de solution, en tout cas personne ne l'a vraiment, il n'y a pas de feuille de route, donc on est vite submergé en fait. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que la parole se libère, et ce qui est encore plus extraordinaire pour moi, mais c'est qu'elle se libère notamment au niveau de la jeunesse. Parce que vous avez tous vu les chiffres, on en a parlé tout à l'heure, en tout cas la façon dont la jeunesse traverse cette période. Je pense qu'elle paye le prix très très fort des confinements, des angoisses, de l'éco-anxiété, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien plus grave que toutes les catastrophes qui nous arrivent, c'est le fait qu'on n'en parle pas. Et surtout qu'on n'en parle pas avec nos propres enfants, en fait. Cette espèce de silence, de tabou, est, à mon avis, la principale source d'angoisse, en fait. Voilà. Donc c'est pas ça qui me rend optimiste, mais ce qui me rend optimiste, c'est de me dire peut-être qu'en fait, juste le fait qu'on se parle, déjà, ça change beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Je vais quand même finir. Merci. Merci à vous deux. Merci. Nos deux prochaines invitées, ce sont deux femmes. Il s'agit de Elisa, il s'agit de Julie. Elles ont fondé ensemble Intera, que je vous propose de d'abord découvrir ici en vidéo. Bonjour, bienvenue chez Intera. Je m'appelle Julie et on a cofondé Intera avec Elisa et Lara en 2019. La mission d'Intera, c'est de créer du lien entre les personnes qui arrivent, personnes migrantes, et la population locale. Avec les filles, on a posé deux grands constats. Le premier, c'est vraiment cette image négative du migrant qui est véhiculée. Il suffit de faire une petite expérience. Vous tapez sur Google « migrant » dans les photos et vous allez voir toute une série de photos, mais extrêmement négatives et dramatiques. Et le deuxième constat, c'est que quand ces personnes arrivent en Belgique ou ailleurs, elles sont très très isolées. Et ça crée toute une série de questionnements par rapport à leur inclusion. C'est pour ça qu'on a créé Intera, pour changer les regards sur les migrations et aussi permettre à ces personnes qui arrivent de se sentir bien, de se sentir épanouies dans leur nouvelle société. Ce qui nous a poussé à fonder Intera, c'est vraiment ce besoin, cette urgence d'apporter une réponse très très pratique à l'arrivée de ces personnes pour leur permettre de s'épanouir dans la société. Flore, je pense que ce sujet, il te parle. Vous aviez beaucoup de choses à vous dire cet après-midi. Une première réaction? C'est sûr que deux personnes qui décident dans ce monde-là de s'occuper d'autrui et de s'occuper d'autrui a priori différents, ou nommés comme tels, ça m'interpelle et ça me touche particulièrement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de comprendre d'où ça vient, en fait. Quel ressort il y a chez vous, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies à vous, que ce soit professionnel ou ce que vous pouvez nous révéler, hein, voilà, qui fait que vous faites ça aujourd'hui, en fait. Très très bonne question. Disons qu'il y a toute une série de choses. Je pense que d'abord, il faut savoir qu'on a étudié toutes les trois, parce que
remettons à l'honneur Lara qui n'a pas pu être là. Mais on est vraiment 3 dans cette aventure. On a toutes les 3 étudié la sociologie d'immigration, donc on a d'abord ce bagage-là, ce bagage plutôt théorique. Et puis très très rapidement, en fait, on est allé sur le terrain avec 3 expériences très différentes finalement. Moi plutôt dans l'humanitaire, Elisa aussi. Et donc on a été très vite en fait plongé dans tiens, c'est quoi cet exil? Pourquoi est-ce que les gens partent? Quand ils arrivent ici, comment ça se passe? Et ces expériences finalement très pratiques nous ont permis de comprendre et d'être sensibilisés à cette question. Et à cette question de se dire, finalement, personne ne quitte son pays par plaisir. C'est à chaque fois une forme de traumatisme. Et je pense que d'abord, c'est ces expériences-là. Là, c'est plutôt la Croix-Rouge aussi. Mais c'est le fait qu'après les études, on s'est très très vite mobilisé. On a voulu aller voir ce que c'est finalement cette réalité, quoi. Moi, j'ai travaillé pendant 5-6 ans comme professeur de français langue étrangère. Donc, je donnais des cours de français à des personnes qui venaient d'arriver en Belgique. Parce qu'à Liège, sans le français, c'est un peu compliqué. Et donc, d'un côté, c'était important. Et d'un autre côté, mes élèves me disaient, tu sais, Elisa, en dehors des cours de français, il n'existe pas, en fait, d'endroit où on peut rencontrer d'autres personnes, où on peut arriver à recréer ce réseau qu'on a perdu en arrivant et cette identité qui est mise à mal en arrivant. Et donc, un jour, on s'est retrouvés avec Julie et Lara. On avait toutes les 3 ces mêmes constats, cette même envie. Et on a eu envie vraiment d'aller plus loin et de plus être forcément, même si ces réponses sont importantes, mais des réponses d'urgence, mais vraiment d'apporter une réponse structurelle et d'aller plus loin et de proposer des solutions pratiques et des réponses concrètes pour que vraiment les personnes qui puissent arriver recréent leur réseau et qu'on puisse arriver à changer cette société. Pardon. Mais c'est ça, parce que c'est vraiment important de se dire que toutes ces expériences nous ont effectivement poussé à se dire la réponse, ouais, elle doit venir de manière globale. C'est pas en mettant des tout petits pansements, c'est déjà super, c'est déjà magnifique, mais il y a un besoin de pensée structurelle. Et d'aller plus loin, quoi. Et alors, pour justement développer cette façon plus structurelle, vous avez, parce que vous ne manquez pas de clients, vous avez besoin de quoi ? Ça va peut-être faire rire un peu la salle, mais on a besoin de soutien financier. Ça, c'est clair que c'est quand même un de nos gros obstacles. On a besoin de soutien financier pour pouvoir avoir des employés et pour pouvoir, en effet, créer de plus en plus d'opportunités de rencontres. Ça permet une stabilité qui est vraiment hyper fondamentale à notre travail. Parce que du coup, avec ces gens qui arrivent et qui ont un besoin de stabilité, on a besoin de faire ce travail de manière posée et de voir plus loin. Je me permettrai d'insister pour la salle. L'argent est aussi le nerf de la guerre des activistes. Pensez-y. Vous vous battez contre quoi finalement ? Quel est votre plus gros obstacle aujourd'hui, à part l'aspect financier? Qu'est-ce qui rend difficile votre travail ? Ce pour lequel on se bat vraiment, on l'a dit, c'est cette image, c'est ce racisme tout à fait, cette xénophobie qu'on observe de plus en plus. On le voit un peu partout, c'est assez effrayant et je pense que c'est un des motifs qui nous a amenés à l'action très très rapidement, c'est de se dire c'est urgent, on voit un peu partout la montée des extrémismes. Ce regard, il faut le changer vite. Et pour nous, la rencontre entre les personnes primo-arrivantes et locales, la véritable rencontre autour de points communs, c'est ça qui réhumanise. Et c'est ça qui permet finalement d'avoir ce changement de regard. Et on a cette force, je pense, c'est que notre projet, il fait sens. Il a démarré parce qu'il est venu des besoins des personnes. Et donc, au quotidien, en fait, les personnes nous renvoient que le projet est utile, que le projet fait sens. On voit des opportunités de travail, de logement. Et donc ça, du coup, ça nous renforce dans notre combat, quoi. Alors, avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, on voit tout à coup affluer des millions de personnes. Et tout à coup, on voit que on sait faire, en fait. On sait trouver des espaces d'accueil, on sait flécher, on sait accueillir dignement. Est-ce que
comment vous vivez ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous voyez ça? C'est une très bonne nouvelle parce que finalement on se dit on est en train de s'ouvrir et il fallait peut-être que ça aussi ça se passe. Et comment réagissent les personnes que vous essayez d'aider, qui sont peut-être pas de ces nationalités? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on est à un point de bascule en fait. Je me lance. Comme tu dis, c'est vraiment un mélange de sentiments. À la fois, effectivement, un sentiment très positif, qui est que, comme tu dis, on sait, quand il y a une forme de volonté de le faire, eh bien, il y a toute une série de choses qui se mettent en place, quoi. Ce mécanisme de protection légale qu'on voit, toutes ces aides, cet accès plus grand au CPS, etc. Donc effectivement ça fonctionne mieux. Après, comme tu le dis, finalement une partie de notre communauté se sent peut-être parfois un peu laissée sur le côté par rapport à eux, ce qu'ils ont pu vivre à l'époque, qui a été vraiment, et qu'il est toujours pour toute une série de personnes, le parcours du combattant. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est ça, finalement c'est notre message, c'est de se dire que toutes les vies se valent et que finalement c'est le combat qu'on veut porter. Et du coup, je pense qu'il faut aussi, prendre le positif dans ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, on espère vraiment qu'il va y avoir un changement global sur la société. Et ça peut encore faire rire la salle, mais nous, on dit parfois avec Intera qu'en fait, nous, ce qu'on aimerait bien dans le futur, c'est qu'on n'ait plus à exister. Et donc ici, ce qu'on se voit, ce qui se passe, c'est super. Et donc si après, ça peut apporter des changements dans la société et que ces espaces de rencontre puissent se faire sans avoir besoin d'Intera, on aura tout gagné. Julie et Lisa, une question que vous avez envie de poser à Flore? Tu nous as vachement inspirés. Il est là. Et donc nous, on avait envie de te demander, c'est quoi vraiment ton rêve quand tu as fait ce film-là? Parce que tu vois, on voit que chacun, par son combat, par son initiative, a envie de faire changer quelque chose, du coup, à son échelle, comme tu le dis. Et toi, finalement, c'était quoi ce truc? Voilà, moi je suis très mégalo, donc j'en ai plein. Le premier, c'était d'avoir une réponse intelligible et intéressante et utile pour mon fils. Donc ça, c'est pragmatique. La deuxième chose, c'était de vous faire aimer cette humanité autant que je l'aime. Et essayer de montrer qu'elle est un peu chez tout le monde, en fait. C'est ce que Memory dit à un moment dans le film. Il y a toujours une personne plus grande que toi à l'intérieur de toi, donc libère-la. Voilà. C'était de partager avec vous cette beauté, mais cet amour probablement que j'ai ressenti, que je vois, que je vis à chaque fois que je leur parle. Et puis c'était profondément, je pense, d'aider nos enfants, en fait. Alors il y avait mon fils, mais derrière lui, il y a bien sûr toute sa génération. En lui disant qu'elle compte. Voilà, moi, ça me brise le cœur j'habite en France et d'avoir une campagne politique qui ne parle jamais de la jeunesse. Ça me brise le cœur de savoir qu'il n'y a aucune de nos actions politiques qui est faite en fonction de nos enfants. Et je me dis, mais on les a fait, ces enfants. Enfin, je veux dire, il y a un moment, je suis profondément en colère, en fait, face à cette absence de considération. Et donc, voilà, c'était ce que j'avais envie de... Mon rêve, c'était voilà, je le redis, mais voilà, c'est cette phrase, écoutons les enfants et arrêtons d'être des enfants, quelque part. Merci à vous deux. Nos deux prochains invités, ce sont de nouveau deux frères. Il s'agit de Michael et de Sébastien de Broptimize, qu'on va d'abord découvrir en images. Bonjour, bienvenue chez Broptimize. Je suis Michael. Je m'attendais
Non, mais je dois développer ou je dois pas développer parce que... Tu veux commencer? Non, vas-y, ça va aller. Je suis Michael. Moi, c'est Sébastien, on est les cofondateurs de Optimize. Notre mission, c'est de guider les entreprises dans la transition énergétique. Ça démarre de l'achat d'énergie jusqu'à la gestion de leurs projets de production d'énergie ou d'économie d'énergie. Optimize s'attaque au réchauffement climatique en aidant les entreprises dans la transition énergétique. Donc la transition énergétique, en fait, c'est l'ensemble des techniques et des méthodes qui permettent de modifier la façon dont on produit de l'énergie ou dont on la consomme pour avoir un impact minimum sur l'environnement. Ce qui est important par rapport au réchauffement climatique aujourd'hui, c'est d'aller vite. On n'a pas le temps, on l'entend partout, il faut vraiment être rapide par rapport à ça et c'est un des obstacles que nous on rencontre aujourd'hui et qu'on permet en fait de lever. Et c'est pour ça qu'on apporte nos compétences et notre temps aux entreprises qui veulent réaliser des projets en lien avec la transition énergétique. À l'origine de l'entreprise, Michael et moi, on cherchait juste à avoir le plus d'impact possible et pour nous, créer une entreprise, c'était le meilleur moyen d'y arriver. Simplement, pour nous, une entreprise, c'est un véhicule social qui permet de catalyser les gens autour d'une cause et la cause à laquelle nous, on s'attaque, c'est la transition énergétique. Vous aussi, vous avez votre fan club ce soir. Ben oui, on dirait. Votre combat, vous, c'est la transition énergétique, mais pas que, en fait. Flore? Ben oui, c'est-à-dire que moi, j'ai cru comprendre que vous aviez créé votre entreprise voilà, sur un certain paradigme et que vous étiez venu à cette question de l'optimisation de l'énergie après. Que ce n'était pas le cœur du moteur initial. Alors, qu'est-ce qui vous a fait évoluer? Qu'est-ce qui vous a fait basculer, en fait, pour faire ça maintenant? Ben, c'est vrai que nous, on dit souvent qu'on est arrivé dans l'énergie un peu par hasard. Nous, on avait un rêve, c'était vraiment de créer notre entreprise, faire un truc le plus gros possible. C'était vraiment ce qui nous drivait. Et puis finalement, avec l'ampleur qu'a pris le projet, on s'est dit, tiens, en fait, on a de l'impact, on peut en faire quelque chose. Et très vite, on est sensibilisé au fait qu'on veut en faire quelque chose de bien, en fait. Et ça, c'était la deuxième chose, c'était vraiment de faire une entreprise où les gens se sentent bien, où on s'amuse et où on a envie de se retrouver. Et je dirais qu'en fait, le combat climatique, en quelque sorte, il est venu par après, parce qu'en fait, quand on rencontre des gens sur le terrain qui font part d'une sensibilisation par rapport à ça, ou par rapport à des gens qui viennent postuler chez nous en disant ben voilà, moi je veux venir chez Optimize parce que vous êtes acteur de la transition énergétique, ben forcément ça fait réfléchir. Et c'est un petit peu comme ça, avec le temps, que le franc a fini par tomber, je vais dire, et qu'on s'est dit qu'on allait mettre le paquet là-dessus aussi, en fait. Oui, je pense que nous, au début, on voulait juste que notre vie serve à quelque chose, on voulait marquer le monde d'une manière positive. Et je crois même qu'au début, on n'osait pas mettre en avant le fait qu'on essaye de faire du bien, finalement, à notre environnement. On avait un peu un syndrome de l'imposteur, parce qu'on était tombé dans l'énergie par hasard. Notre histoire a fait qu'on a fini dans ce secteur-là. Mais c'est vraiment finalement les équipes, les clients, le monde qui nous entoure qui a fini par nous convaincre de la cause qu'on portait et qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de la mettre en avant, en fait. Ouais, et j'ajouterais qu'on a l'impression que le franc tombe chez tout le monde aussi, en fait, parce que quand il y a 6 ans on s'est lancé, les gens c'était juste c'est rentable, pour faire de la transition énergétique, c'était le seul critère. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On se rend compte que les gens, si en fait peut-être un projet est peut-être un peu moins rentable, mais positif pour l'environnement par rapport à un autre, ils vont dire ok, c'est pas grave, je vais prendre celui-là, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. De même que les gens qui postulent pour la raison que j'évoquais, pour dire parce qu'on travaille dans la transition, c'est au tout début de l'entreprise, ça ne nous arrivait jamais, quoi. Alors précisément, quand on rentre dans une démarche de transition énergétique, on se dit on va régler des problèmes techniques. Enfin, j'imagine que tout ça c'est quand même hyper technique, mais il se passe une autre transformation, non? Enfin, j'ai l'impression que la question de l'énergie c'est juste une porte d'entrée pour avoir une conversation un peu plus large, ou une transformation un peu plus qui va au-delà en fait de la seule question énergétique, même si elle est énorme. Oui, nous on voit des chefs d'entreprise tous les jours, de tout type d'entreprise et de toute taille. Et c'est vraiment frappant de voir, il y a 6 ans, quand on a lancé l'entreprise, effectivement, les gens faisaient des projets, surtout parce qu'ils étaient rentables et ça faisait du bien, mais bon, c'était pas le plus important. Et aujourd'hui, moi, ça m'a frappé de voir des grands groupes
qui nous demandent d'étudier toutes les possibilités possibles et qui font le choix en fait de celles qui ne sont pas les plus financièrement intéressantes, mais qui sont les plus écologiquement intéressantes. Et c'est vraiment frappant de voir ça. Moi personnellement, j'avais une vision très binaire du monde de l'entreprise et très ouais, on est là pour l'argent, et plus on est dans une grosse structure, plus on est là pour l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas, peu importe la taille de l'entreprise, et qu'il y a vraiment une évolution des mentalités chez les décideurs finalement. Oui, malheureusement, je pense que ça vient aussi du fait que le constat est qu'on commence à voir les effets du réchauffement climatique, alors qu'avant c'était quand même très théorique. Aujourd'hui, on peut dire qu'on le constate au quotidien, et donc je pense que c'est pour ça aussi que les gens se réveillent par rapport à ce problème-là. J'ai l'impression que la question de l'énergie est là aussi un point de bascule aujourd'hui, avec le pétrole, le baril à $200. Donc, est-ce que là, ça va accélérer, vous pensez, une question des transitions, ou est-ce qu'au contraire, on va être chacun pour sa pomme et réouvrir le charbon et voilà, Peut-être provisoirement, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, nous, en tout cas, on le vit depuis que effectivement le tout augmente. On a le téléphone qui sonne tous les jours, ça, c'est nouveau, parce que les gens ont peur en fait de ce qui se passe, et qu'aujourd'hui, un projet d'énergie renouvelable ou de transition énergétique, ça devient hyper rentable. Donc, en fait, ce n'est même plus une question à se poser. C'est rentable, c'est bon socialement, puisque vous devenez plus attractif. Les gens recherchent ça. Donc, il n'y a plus aucune barrière par rapport au fait de devenir moteur dans ce domaine-là. Donc ça, c'est clair. Je pense que la crise qu'on vit, en fait, il y a deux manières de la voir. Soit c'est une énorme opportunité, soit c'est les gens qui réagissent avec leur peur. On a tous peur, ce sentiment primaire, on ne sait pas le contrôler. Mais il y en a qui se laissent envahir et qui, en fait, se referment. Et puis aujourd'hui, il y a des entreprises qui s'ouvrent et qui se disent « Ok, justement, c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'investir, c'est le moment de poser des actes et des actions. » Et il y en a clairement beaucoup qui le font. Donc pour moi, c'est avant tout une opportunité, mais ça dépend de l'état d'esprit avec lequel on agit. Et donc ça fait combien d'années que vous... 6 ans. 6 ans, vous êtes 30 déjà. Vous avez envie de grossir vous-même, quel est le plan ? Oui, et ça rejoint ce qu'on disait au départ. En fait, nous, on voulait faire un gros projet parce qu'on adore ça, de faire un truc et de regarder que ça prend de l'ampleur et qu'on peut avoir de l'impact. Donc on ne s'est jamais fixé de limite, et je pense qu'on ne s'en fixera jamais, on verra jusqu'où ça ira, mais c'est finalement pas le plus important, mais ce qui est gai, c'est de vivre ça au quotidien. Oui, et puis plus on est gros, plus on a de l'impact, et puis en interne aussi, finalement c'est toujours un membre de la famille en plus qui rentre dans l'entreprise, et de voir des gens heureux pour moi, parce que tout ça m'a appris, c'est que j'ai jamais travaillé ailleurs, en fait j'ai jamais vraiment travaillé finalement, vu que j'étais en 4e à l'UNIF, je pense, quand on a créé l'entreprise. Et maintenant, aujourd'hui, je perçois le travail essentiellement comme un beau moyen de se développer humainement. Et donc pour moi, plus il y a de gens qui se développent chez nous, plus c'est chouette en fait. Et voilà pourquoi c'est important de grossir finalement. Est-ce que vous avez envie de poser aussi une question à Flore ? Oui, moi je me demandais finalement, parce que nous on est fortement dans le monde de l'entreprise, où on planifie, on fait des projets. Finalement, les jeunes qui sont dans le film, est-ce qu'ils ont une vision, stratégique de leur action, ou est-ce qu'ils vivent ça fortement jour après jour, au quotidien, ou est-ce qu'ils ont une vision à plus long terme de ce qu'ils font ? Ça dépend du moment auquel ils sont par rapport à leur projet. Plus c'est le démarrage, plus c'est de la survie, moins il y a de planification, moins il y a, j'imagine, on est dans l'urgence absolue. Et puis après, c'est du bon sens de terrain. Mais je pense que je minimiserais leur amplitude si je ne disais pas que c'est des grands stratèges aussi. Je pense notamment à Mohamed, je reviens toujours à lui, mais voilà, et là aujourd'hui... il a repris des études, parce que son grand drame, c'était d'avoir arrêté l'école un certain nombre d'années. Donc là, il fait de la diplomatie en Suède, et puis il fait un stage. Donc pour faire son stage, il est parti au Mexique, parce que son école au Liban, il ne peut plus du tout l'opérer avec tout ce qui se passe. Donc en fait, il fait la même école au Mexique que ce qu'il a appris à faire au Liban. Il fait exactement la même chose. Il est stagiaire de son propre truc, j'adore. Et vraiment, je pense qu'il va planifier, je pense que lui, Memory et par exemple Melati, je ne serais pas étonnée qu'ils aient une véritable carrière politique.
Alors, non pas que ça soit la seule façon de planifier, mais je pense que quand on est activiste profondément, ce qu'on cherche, c'est l'impact sur la société. Et il y a un moment, forcément, je pense que l'action politique traditionnelle, non que ce qu'il fasse ne soit pas de l'action politique, pour moi, c'est la très, très grande action politique. Mais voilà, l'action politique traditionnelle, la diplomatie, peut-être voilà, l'administration d'un certain nombre de personnes, je pense que ça va les... Enfin, je peux pas parier, mais voilà, on peut se donner rendez-vous dans quelques années, ouais. Merci à vous deux. Merci Flore aussi. Flore, on se retrouve un tout petit peu après. La soirée n'est pas du tout finie. Vous venez de vivre ici 4 rencontres. Au cours d'une rencontre, il y a ce qu'on vit sur le moment même, et puis il y a la trace que ça laisse. Alors il y a quoi comme trace? Il peut y avoir un agréable souvenir, une envie de faire quelque chose, peut-être une émotion aussi. Et ces choses-là, on les trouve aussi dans la musique. Ce soir, on a choisi une musique parce que cette musique, elle nous donne envie d'agir, elle nous donne le sourire, elle nous donne un élan de positivité. Et pendant ces 3 minutes de musique, je vous invite à réfléchir, vous, aux rencontres que vous venez de voir et à la trace que ça a laissée chez vous. Johanna, c'est à toi.
Ils étaient 7 à venir sur scène aujourd'hui dans des projets assez avancés. Par contre, pour d'autres, ce n'est que le début. Hier, ils étaient 32 à parcourir Liège lors du Road to Business, une activité phare du sommet. Le Road to Business, c'est quoi ? C'est une activité pendant laquelle ces 32 jeunes ont été rencontrer des entreprises établies. Chaque fois qu'elles arrivaient dans une entreprise, elles avaient un défi qu'il fallait relever, qui était toujours lié à une compétence entrepreneuriale. Et je vous propose de le découvrir en vidéo. Il va en falloir beaucoup de compétences pour créer ce monde de demain et nos 7 entreprises partenaires qui sont juste ici ont décidé de récompenser ces jeunes. Vous l'avez vu, il y a plusieurs prix, des prix qui vont de 1 000 € à 2 500 €. Je vous invite à venir nous dire qui vous avez choisi. Alors il y aura tout d'abord Wing, et puis nous avons CRM Group, Otravista, YOL Strategic Design, Impulse Now, DJM Digital, BNP. Et on peut les applaudir parce qu'ils ont bien travaillé aussi hier. On y est presque. Voilà, non, pas encore, voilà, tout à fait. Wing, vous, c'est déjà la 3e édition consécutive. Vous êtes parrain de cette activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être en 1 minute, ce qui vous a vraiment frappé lors de cette édition ? Bon, tout d'abord, c'est toujours un plaisir et un privilège de prendre part au Road to Business. C'est d'abord un plaisir de voir à quel point les étudiants sont bien préparés. On pourrait s'attendre à peut-être moins de qualité dans les présentations, mais on voit qu'ils ont été vraiment bien coachés, donc c'est vraiment toujours un plaisir. Et ils avaient 12 heures pour se préparer, hein, une journée, une nuit pour certains. Et je dirais que cette année en particulier, ce Road to Business, c'est une bonne nouvelle. Bernard disait tout à l'heure, l'actualité n'a pas toujours de quoi réjouir, mais de voir ces entrepreneurs qui sont déterminés à porter des projets plein de sens, plein de valeurs, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Ça nous a vraiment marqué. Ok. Alors là, on va passer à la remise des prix. Où sont tous les jeunes du Road to Business ? Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Vous êtes prêts à vous lever si on dit votre nom ? Oui. Est-ce qu'on les encouragerait pas un tout petit peu ? Et le premier prix de 1 000 € qui va être remis par CRM Group, est le prix qui est lié à la compétence innovation. Être capable d'imaginer demain et d'envisager les possibles sous un nouvel angle. À qui avez-vous décidé de remettre ce prix de 1 000 €? Le CRM est fier de récompenser Sarah Manmungu et son projet Kolari Skin. Le deuxième prix, c'est Otravista qui va le remettre.
vous aviez envie de récompenser l'engagement sociétal pour aller au bout de la vision. Jérémy, à qui tu as envie de mettre sur prix ce soir ? Alors, au nom de toute l'équipe Outravista, parce que son parcours incarne l'audace et son projet également, Ahmad Youssef pour Primo Direct. Youssef Farmad. Ahmad, où es-tu, nom de Dieu? Oh, je suis vraiment triste qu'il ne soit pas là, mais je ne sais pas où il est, voilà. Voilà, vraiment, Ahmad est donc un réfugié syrien, qui est donc un réfugié syrien. Il est là? Il est où? Mais non, vraiment, il n'est pas là. Un réfugié syrien qui est arrivé en Belgique il y a 5 ans, qui a fui les bombes. Vous savez, il a été rasé, comme aujourd'hui en Ukraine. Et c'est un type formidable, je suis vraiment ému pour lui. Ça me fait chier qu'il ne soit pas là. On dit Dieu. Et donc, en 2 mots, son projet, c'est quoi? Eh ben, il veut faire travailler des primo-arrivants, qu'ils arrêtent de se faire exploiter, qu'ils arrêtent de travailler en noir. Et dans 1 mois, il constitue sa société qui s'appelle Primo Direct. Donc, si vous voulez faire travailler des primo-arrivants, des réfugiés, chez vous, pour faire du jardinage, des petits travaux, des petits boulots sympas, en clair, légalement et avec de la solidarité, Primo Direct. Yole Strategic Design, vous aussi, vous avez un joli chèque à remettre à un de nos étudiants entrepreneurs. Vous vouliez récompenser l'empathie, donc on parle souvent d'empathie client, pour comprendre les besoins actuels et les besoins à venir. À qui avez-vous décidé de remettre ce prix? Roulement de tambour. Mindseed. Impulse Now, une activité vachement appréciée par les jeunes, c'était très très original. Vous avez envie aujourd'hui de récompenser la créativité, sans blague, vous l'étiez créatif lors de cet atelier, pour être capable de trouver des solutions face à des défis. Vincent, à qui tu as envie de remettre ce prix? Alors le choix était très difficile parce que vous avez été très inspirant, mais alors c'est Lucie de Acalpita. DJM Digital, vous, ce que vous aviez envie de récompenser ce soir, c'était l'expérience client et l'hyper-personnalisation pour créer quelque chose d'unique qui va marquer les esprits. Alors, à qui avez-vous décidé d'adresser ce prix ce soir? Elle ne s'est pas fixée de limite, elle a été très ambitieuse, très créative. On va récompenser Elisa et son beau projet L'eau soleillée. BNP Paribas Fortis, vous aussi, on vous connaît bien depuis longtemps. Vous vouliez aussi récompenser le fait d'inspirer la confiance. À qui avez-vous décidé ce soir de remettre ce prix? C'est à la fois parce qu'il nous a inspiré confiance et aussi parce qu'il avait beaucoup de passion dans son projet. Donc c'est Arctic. J'espère que je le dis bien. C'est de nouveau vous. Là, c'est le plus gros prix ce soir, 2500 €. Wing. Là, c'est le vrai roulement de tambour. À qui vous avez décidé? Oui, roulement de tambour, allez, avec sur vos genoux, là. À qui avez-vous décidé de remettre ce prix? Alors, nous avons le plaisir de récompenser une nouvelle fois Mindseed.
Bravo à vous tous, vous étiez géniaux hier. Moi, j'en ai suivi 7 et je suis ravie de voir que vous êtes tous là ce soir. Je vais vous inviter maintenant à regagner votre place pour qu'on entame la dernière partie de cette conférence. Encore un énorme bravo. Tout au long de cette conférence, vous avez entendu d'une part des voix, d'autre part de la musique. Prenez une note. Là, vous entendez un son, un bruit. Assemblez cette note à une autre note. Là, vous commencez peut-être à vibrer, à sentir quelque chose. Assemblez ces deux notes à une multitude de notes. Là, vous entendez une mélodie. Une mélodie, ça sert à quoi? Une mélodie, c'est pour véhiculer une émotion. C'est pour faire passer un message. Ce soir, vous avez vu une dizaine de jeunes entrepreneurs qui, eux, chacun, individuellement, telle une note, ont de l'impact. Par contre, ils ne sont pas seulement 10, ils sont des centaines. Ils sont des centaines à vouloir créer cette mélodie ensemble. Et je vais laisser Flore en témoigner. J'ai été formée, programmée à une vision du progrès, de la réussite qui, aujourd'hui, précisément, cause notre perte. Il fallait être performante, efficace, prendre, battre, gagner. Quand la vie m'a fait comprendre combien tout cela était vain et mortifère, j'ai voulu tout sauver. Alors, je suis partie en Afghanistan juste après avoir créé ma start-up à New York, car j'ai cru que c'était mon devoir, ma responsabilité. Je me sentais coupable, et bien sûr, je n'ai sauvé personne. Peut-être moi. Depuis, j'essaye de comprendre ma place, mon rôle, mon utilité. Alors, de livres en film, de larmes en rencontres, j'arrive jusqu'à vous aujourd'hui et ces communautés de personnes, d'activistes, d'entrepreneurs, de lanceurs d'alerte qui, parce qu'ils et elles doutent, m'aident à vivre. Au premier rang desquels, cette jeunesse que j'ai eu la chance de filmer. Alors je vous le dis, on n'entreprend pas pour devenir le ou la meilleure. On entreprend pour être libre. On n'agit pas à long terme par culpabilité ou par devoir, mais parce que cela répond à ce besoin viscéral de retrouver, de retisser des liens vers les autres, vers le temps, vers la nature, vers le vivant, vers soi. Entrepreneurs ou activistes, entrepreneurs activistes, j'ajouterais les artistes. Il y a un rapport à soi et au monde très particulier, une quête de connexion, l'envie d'être présent et de trouver sa joie. Alors l'audace, la bataille, oui,
dans ce monde qui s'effondre à force d'avoir choisi la mort, c'est de faire le lien, le choix de l'ultra-connexion, le choix de l'amour contre la peur, le choix de la joie. On ne changera certainement pas le monde, mais essayez, tout faire pour essayer de le réparer, quelle que soit notre position, est une formidable façon de vivre. Alors vous qui rêvez parce que vous doutez, vous qui entreprenez parce que vous voulez vivre debout, suivez les conseils de la princesse Leia dans Star Wars. Prends ton cœur brisé et fais-en quelque chose de grand. Merci. Et c'est déjà la fin. Oh. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à toi, Flore, de nous avoir donné ce message d'espoir. Tu es là. Merci, Domenico, Johanna, de nous avoir fait vibrer ce soir. Merci à Philippe. Merci à Gaëtan. Merci à vous tous, jeunes entrepreneurs, qui vous êtes donnés pendant cette semaine. Et merci à tous les partenaires qui les soutiennent et qui croient en eux. Et puis aussi, merci à cette merveilleuse équipe sans qui ce sommet n'aurait jamais eu lieu. La soirée n'est pas finie.
Je vous invite à venir nous retrouver, à discuter avec les musiciens, avec Flore, avec ces jeunes, avec tous ceux qui ont participé au foyer là, au 2e étage. On vous offre à tous un verre et un petit truc à grignoter. Encore merci à tous d'être venus ce soir, vous étiez géniaux.